Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison du Numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez pu déconnecter un peu pendant l'été, même si l'actualité du numérique a été assez chaude. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et du premier bilan de la menace cyber que l'on peut tirer à l'issue de la première quinzaine olympique. Pour ce faire, j'aurai le plaisir de recevoir le chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Également avec nous aujourd'hui, le directeur technique de la cybersécurité pour Eviden, qui a été partenaire des Jeux Olympiques 2024, qui nous fera rentrer dans les coulisses de la protection cyber. Et vous allez voir, on va vivre un grand moment d'émotion. Le numérique pour tous, spécial Jeux Olympiques et menaces cyber, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors souvenez-vous, avant l'été, nombre de prédicateurs clamaient que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 allait être une folie criminelle et apparemment aucun risque cyber majeur n'a réellement entaché le bilan des Jeux Olympiques avec ces plus de 9 millions de billets vendus, 24 millions de téléspectateurs, 89 millions de messages sur les réseaux et surtout ces 125 records olympiques qui sont essentiels de rappeler. Mais peut-être que la menace a été endiguée et pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir le chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, le COM Cyber MI, le général Christophe Husson. Bonjour général, alors il semble que l'on ait évité le pire en termes d'attaques cyber dans le cadre de ces Jeux Olympiques Paris 2024, si ce n'est peut-être l'attaque de la SNCF qui a nécessité une investigation cyber ? Alors l'attaque de la SNCF n'est pas directement identifiée comme une attaque purement cyber. Maintenant, dans toutes les investigations aujourd'hui, il y a un volet cyber qui doit être pris en compte. Mais en tout cas, on n'est pas vraiment sur une attaque directement, une attaque cyber. Donc en fait, tout s'est très bien passé si je vous écoute. Alors aujourd'hui, effectivement, parce que les Jeux Olympiques ne sont pas totalement terminés, on a encore la phase des Paralympiques, donc il faut rester mobilisé jusqu'à la fin. Mais à ce stade, on n'a pas identifié, en tout cas en termes de revendications ou en termes de dépôt de plainte, et aussi en termes d'impact sur le déroulement des Jeux Olympiques, d'éléments majeurs en matière de cyber. Alors concrètement, pour bien comprendre, quelles ont été les grandes catégories de cybermenaces qui ont été constatées et déjouées dans le cadre de ces Alors pour Jeux le Olympiques. commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, donc tout ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, on a été particulièrement vigilant à toutes les revendications, mais également à tous les dépôts de plaintes qui ont été effectués dans les différents services. Ce qu'on a identifié en priorité, ce sont essentiellement des attaques par déni de service. Donc juste pour rappeler ce qu'est une attaque par déni de service, c'est une multitude de requêtes qui arrivent sur un serveur, tout simplement un serveur qui peut présenter des informations et qui va devenir totalement indisponible parce que beaucoup d'autres requêtes en un laps de temps très court et indisponible pendant quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours. L'impact n'est pas forcément gigantesque, ça peut être un impact en termes d'image. Si vous vendez quelque chose, peut-être que pendant un certain temps vous n'allez pas pouvoir vendre, ça peut avoir un petit impact économique, mais en tout cas ce ne sont pas des attaques de très haute intensité et c'est essentiellement ce que l'on a observé pendant la période des Jeux Olympiques. On craignait des fraudes aux billets, du phishing, ce genre de choses, ça a été minimisé. La fraude à la billetterie a été une réalité. Le ministère de l'Intérieur et en particulier la gendarmerie se sont investis en la matière dès 2023, dès le premier trimestre 2023, en mettant en place une task force qui a permis d'identifier un certain nombre de sites de revente de billets, ou en tout cas de vente de billets, alors des billets qui n'existaient pas, tout simplement, ce sont des escroqueries. Et il y a globalement à peu près 400 sites qui ont été identifiés, dont une bonne partie ont été fermés, soit par des mises en demeure, soit par des actions judiciaires. Et c'est un travail qui a mobilisé à la fois le niveau central, les gendarmes sur le terrain, mais également aussi beaucoup de réservistes. Alors, comme nous l'avons évoqué, vous êtes chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Ça s'appelle le COM Cyber MI. Expliquez-nous quelles sont les attributions de cette entité et si elle n'a opéré en fait que pendant le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques ou alors si elle va continuer à exister. Alors ça continuera à exister. Alors le COM Cyber MI effectivement est une entité qui est récente puisqu'elle a été créée le 1er décembre 2023 dans la perspective notamment de la mise en place des Jeux Olympiques, mais pas seulement. C'est un service à compétence nationale donc qui a une vocation ministérielle intégrant les policiers et les gendarmes et qui est basé sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un pilier opérationnel, c'est-à-dire venir en appui dans le cadre d'une enquête judiciaire au service de police et de gendarmerie sur ce qu'on appelle des compétences rares. Les compétences rares, on en a identifié 3. C'est tout d'abord tout ce qui est traitement de la donnée de masse, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas une grande enquête judiciaire, qui soit liée au cyber ou à autre chose d'ailleurs, qui n'a pas besoin d'exploiter une grande quantité de données. La deuxième compétence rare, c'est tout ce qui est la traçabilité des cryptoactifs.
Aujourd'hui, les cryptoactifs sont très largement utilisés, pas uniquement dans le domaine du cyber. Tout simplement, plutôt que d'avoir des échanges numéraires classiques, c'est avec des monnaies. Vous avez sans doute entendu parler du Bitcoin, ou l'Ethereum. Ce sont des exemples de crypto-monnaies, donc il faut pouvoir les tracer. Ça sert aussi à faire du blanchiment. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez évolué d'un point de vue technique et ça nécessite des compétences rares. Et la troisième composante, le troisième compétence rare, c'est tout ce qui concerne l'extraction sur les supports numériques, le traitement de la donnée. C'est également tout ce qui concerne la rétroconception, l'identification de vulnérabilité. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez rare et qu'on a souhaité mutualiser au sein du ComCyberAmy pour l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui est lié à la formation sur le haut du spectre des policiers et des gendarmes, par l'intermédiaire du Centre national de formation cyber, qui est situé à Lille, mais également aussi avec les autres acteurs de la lutte contre la cybercriminalité, comme les magistrats par exemple, que l'on a aussi intégrés dans notre dispositif. Et puis le troisième grand pilier, c'est celui de la stratégie, c'est l'intégralité de la stratégie ministérielle en matière de lutte contre la cybercriminalité, qui se décline aussi de la stratégie nationale en matière de cyberdéfense. Et pour avoir une stratégie qui soit efficace, il faut aussi avoir un état de la menace qui soit pertinent. C'est la raison pour laquelle on a pu sortir récemment le rapport sur l'état de la menace en termes de cybercriminalité le 30 juillet dernier. Et tout ça, ces trois piliers, toujours dans un contexte très international, parce qu'on ne peut pas travailler seul et uniquement sur le territoire national français en matière de lutte contre la cybercriminalité. Expliquez-nous un petit peu et faites-nous rentrer dans les coulisses. Un dispositif comme celui que vous mettez en place, ça se prépare combien de temps à l'avance et c'est un volume de combien de personnes, on va dire, qui travaillent sur... Alors c'est vraiment de l'anticipation et de la planification très largement en amont. Quand j'ai dit tout à l'heure que le ComCyber du ministère de l'Intérieur a été créé le 1er décembre 2023, c'est dès le début de l'année 2023 où les travaux ont été menés pour identifier quelles étaient ses fonctions, ses attributions et en lien avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Donc déjà, il y a un travail préparatoire qui était important. Et le 1er décembre, c'est la mise en place de manière à pouvoir préparer encore davantage la période des Jeux Olympiques. Mais c'était également, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, tout cet aspect lié à la fraude à la billetterie, où là aussi, on ne peut pas le travailler un mois à l'avance. Ça se travaille très en amont. Donc c'est 1 an et demi avant le début des JO où ce travail a été réalisé, a été initié, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, 400 sites qui ont été identifiés, des interpellations qui ont eu lieu, d'autres interpellations qui auront encore lieu à l'issue de la phase des Jeux Olympiques. Mais ça aussi, c'est une préparation assez intense. Et puis, vous avez également toutes les actions de prévention au profit de l'ensemble des partenaires qui sont de plus ou moins liés aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, vous pouvez avoir aussi un certain nombre d'entreprises privées, publiques, qui ne sont pas directement liées aux JO, mais qui pour autant, si elles sont victimes d'une attaque cyber en France, pays où se déroulent les Jeux Olympiques, ça peut avoir une importance particulière. Et donc, le ministère de l'Intérieur a participé aussi à son niveau. Ce n'était pas le seul. Il y a aussi eu d'autres acteurs sous l'égide de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mais le ministère de l'Intérieur a participé à des actions de prévention, de sensibilisation, à mener aussi au profit de collectivités et d'entreprises des dispositifs de pré-diagnostic cyber pour mesurer le niveau de maturité cyber suffisamment en amont, de manière à ce que les collectivités, les PME, les ETI puissent prendre les mesures adaptées de manière à se mettre au bon niveau. Et puis ensuite, vous avez toute la conduite, c'est-à-dire toute la phase Jeux Olympiques. Donc on est particulièrement mobilisé depuis l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, depuis la veille, depuis le 7 mai dernier, où le ComCyber du ministère de l'Intérieur participe au Centre national de coordination stratégique, notamment sur l'identification de la menace à l'instant T, en lien avec l'ANSSI, en lien avec l'ensemble des ministères, et en particulier le ministère de la Justice, sur les enquêtes qui peuvent être ensuite initiées. Donc vraiment une phase de conduite qui est importante. Et puis l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, elles sont prépositionnées, sont prêtes à pouvoir intervenir en cas d'attaque cyber, avec en général un triptyque, c'est à la fois des enquêteurs qui sont en mesure de pouvoir se déplacés sur le lieu qui a été victime d'une attaque cyber, avec également des techniciens ou des ingénieurs de très haut niveau, puisqu'il faut faire vraiment travailler les deux ensemble pour que ce soit efficace, et le cas échéant, en fonction du phénomène auquel on est confronté, des spécialistes en termes de gestion de crise. Donc on est vraiment sur une approche qui est globale, à la fois sur de la planification bien en amont, 1 an et demi, 2 ans en avance, et puis également sur une phase de conduite qui est majeure. Selon vous, parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes avant que ces JO ne démarrent, ces JOP 2024 ne démarrent, pour vous, quel aurait été le pire, quelque chose de dramatique, parce qu'il y a eu des scénarios les plus extravagants qui ont été évoqués justement sur les derniers mois, mai, juin, juillet, quelque chose qui aurait été dramatique pour vous, qui aurait paralysé le pays ou plus? Il y a beaucoup de choses, effectivement, c'est toujours très difficile de pouvoir répondre à cette question, mais toutes les attaques qui auraient pu concerner des opérateurs de services essentiels, des opérateurs d'intérêt vital, je pense notamment à tout ce qui est
infrastructures liées à l'énergie, liées à l'eau, toutes les infrastructures de transport. Ça peut être tant sur la partie aviation, sur la partie SNCF, sur la partie également métropolitain, mais également les structures directement qui sont dans le cadre des Jeux Olympiques concernés. Ce sont les stades. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir rentrer sur une infrastructure, ça va poser une difficulté. Si vous avez les chronomètres qui ne fonctionnent plus, ce sont des difficultés. Donc là aussi, c'est particulièrement vaste. Et encore une fois, si on n'a pas forcément un impact directement sur la population, il peut y avoir un impact en termes d'image pour le pays. Donc les conséquences peuvent être vraiment très importantes dans un secteur ou dans un autre. On peut comparer avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que c'était plus violent, moins violent là aussi, c'est difficile à dire. On a beaucoup parlé, notamment la presse spécialisée, d'un nombre d'attaques tentées, d'attaques réussies, de différentes menaces. Alors je ne vais pas m'aventurer sur les différents chiffres. Aujourd'hui, c'est sans doute trop tôt pour pouvoir le définir, puisqu'on n'a encore pas terminé la phase olympique avec les Jeux paralympiques. Mais à ce stade, pour ce qui concerne le ComCyber du ministère de l'Intérieur, en tout cas le ministère de l'Intérieur dans son domaine de compétences, nous on s'intéresse en particulier aux dépôts de plaintes et aux revendications dont on sait qu'effectivement il y a eu des impacts sur un certain nombre de sujets. Donc là, de manière globale, on est sur quelque chose qui reste limité, avec des impacts qui ne sont pas majeurs. En revanche, vous avez sans doute dans les entreprises, que les entreprises privées ou les entreprises publiques, des tentatives d'attaque. Donc ça, il faudra attendre un petit peu pour pouvoir les dénombrer et ensuite faire des comparaisons avec les précédents Jeux Olympiques. Concrètement, le ministère de l'Intérieur a annoncé la pérennisation de certains dispositifs de sécurité. Vous pourriez nous en citer quelques-uns qui ont été testés justement durant ces Jeux Olympiques et qui vont perdurer? Alors, si on parle effectivement des choses visuelles pour nos auditeurs. De l'aspect cyber, tout d'abord, le cyber a été une composante de la manœuvre. C'est-à-dire que quand on prépare un événement d'une telle ampleur, le domaine cyber est évidemment aussi un élément de planification. Donc, un des éléments qui est très concret dans ce domaine-là, c'est celui donc, du ComCyber du ministère de l'Intérieur qui n'a pas été créé exclusivement pour les Jeux Olympiques, mais aussi de manière à pouvoir traiter d'autres plus grands événements qui arriveront par la suite, d'autres grands événements. Et puis, sur des aspects très concrets là aussi dans le domaine du cyber, les analystes justement de la menace qui ont été particulièrement mis contribution bien en amont et pendant la phase des Jeux Olympiques en termes de conduite. Là, très clairement, c'est bien un domaine sur lequel on va continuer à investir de manière à ce qu'on ne soit pas toujours en réaction, mais qu'on soit bien en termes présents en termes d'anticipation. Pour conclure, Général, donc le ComCyber-MI est impliqué dans le Cybermois qui se déroulera au mois d'octobre prochain. Vous pourrez nous dire un peu quels vont être vos principaux messages et dire ce que c'est à nos auditeurs que le mois européen de la cybersécurité et concrètement, comment ils peuvent y participer? Alors, c'est un mois pendant lequel l'idée est que tous les acteurs en matière de cyber puissent sensibiliser l'ensemble des usagers. Tout simplement au risque cyber, parce qu'on est tous confrontés au numérique aujourd'hui, c'est particulièrement présent dans notre vie du quotidien. Donc il y a tout un tas de conseils qui seront donnés, qui sont très souvent des conseils de bon sens. On parlera très souvent des mots de passe qui doivent être particulièrement durcis, 15 caractères, de l'alphanumérique, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. C'est du bon sens, mais ça va mieux encore une fois en le disant. C'est ne jamais refuser les mises à jour de sécurité sur vos ordinateurs, sur vos smartphones, parce que ce sont potentiellement des failles qui peuvent être exploitées par les hackers. C'est faire en sorte aussi, par exemple, bien de séparer ses usages professionnels de ses usages personnels en termes numériques, notamment sur ses réseaux sociaux, par exemple. Il y a tout un tas de conseils qui peuvent être donnés. Ce sera l'occasion pendant tout le mois de pouvoir le faire avec les différents acteurs. Et ce sont des conseils que vous pourrez retrouver, que vous pouvez déjà trouver d'ailleurs aujourd'hui sur des sites comme celui de cybermalveillance.gouv.fr, le groupement d'intérêt public, qui d'ailleurs par ailleurs aussi publie tous les nouveaux phénomènes auxquels l'usager peut être confronté quand il a des signalements. Et c'est très intéressant justement pour pouvoir se prévenir de tout ce qui peut nous arriver. cybermalveillance.gouv.fr. Merci beaucoup Général. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on va vous faire découvrir les coulisses des équipes qui nous ont protégés pendant tout cet été et qui continuent d'ailleurs de le faire. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour découvrir le quotidien et les coulisses du pilotage des réponses à une attaque cyber, j'ai le plaisir maintenant de recevoir le directeur technique de la cybersécurité pour Eviden Cybersécurité en France. C'est une filiale du groupe Atos, c'est bien ça. Et vous avez été partenaire officiel de Paris 2024 et vous êtes Benoît Delpierre. J'ai tout bon ? Vous avez tout bon. Très bien. Benoît, on est ravis de vous accueillir également en plateau. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment on devient responsable technologique de la cybersécurité sur Eviden pour accompagner Paris 2024. Eh bien, écoutez, c'est d'abord une rencontre. C'était une rencontre il y a un peu plus de 3 ans avec France Régul et Jérémy Couture qui étaient en charge de la cybersécurité pour Paris 2024. Paris 2024, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et donc ils étaient en charge de la cybersécurité. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. C'était aussi une rencontre humaine, je pense. On a à un moment donné échangé beaucoup autour de la cybersécurité parce que c'était mon rôle en tant que partenaire pour Paris. Et ensuite, ils sont venus me voir en me disant écoute Benoît, on pense que tu peux amener quelque chose, tu peux nous aider aussi. Donc rejoins-nous. Et de mon côté Eviden, ils m'ont fait aussi confiance, mon management. Et ils m'ont dit ok Benoît, on te laisse partir, vas-y. En plus, j'adore le sport. Je crois qu'il faut le dire aussi, vous êtes un fervent sportif, c'est ça qui est important. Ouais. Et puis c'était les Jeux Olympiques, donc très bien. Une belle aventure. Alors depuis 3 décennies, Atos et aujourd'hui Eviden, qui est la business line du groupe Atos, fournit des services au mouvement olympique et paralympique. Alors pour nous tous spectateurs, concrètement, expliquez-nous quels sont ces services. Pourquoi on a besoin qu'un groupe s'implique dans cette protection? Alors c'est important d'imaginer que Atos, Eviden, c'est 35 ans de partenariat pour le mouvement olympique. Il y a 35 ans, on ne consommait pas les images de la même manière. On regardait tous notre télévision. À l'heure actuelle, on vient consommer des images sur des téléphones, sur des PC, sur des tablettes, aussi sur des télés, évidemment, encore. Mais le mode de consommation est un peu différent. Et puis, quand on regarde des épreuves, il y a des commentateurs, et les commentateurs ont besoin d'informations. Et ces informations arrivent aussi par des applications. Des applications qui donnent des informations de chronométrage et des informations sur les sportifs qui participent aux épreuves. Et tout ça, ce sont des systèmes informatiques que fournit Atos, entre autres. Et notamment aussi des systèmes qui permettent aux sportifs d'accéder au site olympique parce qu'ils ont besoin d'accréditation. On voit tous les sportifs avec leur petit encart avec un code barre dessus. C'est pour pouvoir accéder au site avec des accréditations. Donc en fait, derrière les passes, que ce soit pour les athlètes, pour les spectateurs, pour les journalistes, en fait, vous êtes là derrière à faire fonctionner tous les systèmes informatiques en fait qui permettent d'avoir une fluidité dans le dispositif. C'est bien ça. C'est ce qui permet aux épreuves de se dérouler en fait. Donc, Atos, oui, pas de sportif, pas de spectateur, pas d'épreuve, complètement. Moi, je ne fais pas encore les finales du 100 mètres. Alors, votre rôle concrètement, il a consisté en quoi? Expliquez-nous pour que nos auditeurs comprennent bien un petit peu les coulisses au quotidien des acteurs de la cyber. Alors, mon rôle, tout d'abord, avec l'équipe Paris 2024, ça a été de la préparation. Préparer les Jeux Olympiques, on s'y prend pas un mois avant, c'est ce que j'ai dit, on s'est rencontrés 3 ans avant. Il a fallu préparer les systèmes, il a fallu intégrer les systèmes, les solutions de cybersécurité, construire les équipes, construire les organisations opérationnelles, s'entraîner comme des sportifs. Donc ensuite rentrer dans un système de collaboration. Parce que nous ne sommes pas tout seuls, Atos et Eviden, c'est un gros écosystème de partenaires, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des autres partenaires technologiques. Et donc tout ça, ça s'entraîne. On a fait des tests. On a eu au cours d'épreuves aux sportifs, parce qu'il y a des tests d'épreuves sportives, mais on teste aussi les technologies. Et donc on s'est tous entraînés. Et ensuite, pendant la période des Jeux, donc moi j'avais un poste très opérationnel au sein du Security Operations Center, qui est une salle dans le Technology Operations Center de Paris 2024, où on regroupe toutes les... Et où à Paris? C'était à Paris? C'était à Paris, oui. C'est dans le bâtiment qui s'appelle Pulse, qui est le bâtiment du COJOP Paris 2024. D'accord. Donc qui est assez neuf, qui est un beau bâtiment. Et il y avait toutes les équipes Et donc là, il y a combien de personnes? Ça se passe comment? Il y a une effervescence, c'est très calme. Enfin, vous m'avez expliqué que vous faisiez les 3-8 parce que vous ne pouvez pas... Alors oui, on était en 24/7. En 24/7, alors moi je peux pas travailler 24 heures de suite, donc, non. Donc on travaillait on appelle ça des shifts de 12 heures, et on était répartis en 3 équipes avec des rythmes assez soutenus, et puis on se passe le relais pour qu'il y ait une continuité dans le service. Donc on a des couleurs d'équipe, donc moi je faisais partie de l'équipe Corail. Et toutes les 12 heures, je faisais une passation à une autre équipe pour couvrir justement les 24/7. Donc et comment ça se passe? Alors vous faites votre shift, donc votre créneau. Et imaginons 4-5 minutes avant de terminer votre créneau, là il y a un incident cyber. Est-ce que vous continuez à travailler ou vous passez le relais Ça, c'est un bon exemple. À l'équipe qui suit. Une semaine avant les Jeux Olympiques, on a eu un incident opérationnel qui a touché une solution de cybersécurité qui s'appelle CrowdStrike. C'est pas un incident cyber. Beaucoup de gens ont entendu parler de CrowdStrike. Beaucoup de gens, parce que ça a touché le monde entier. Voilà, c'était le 19 juillet. Mais c'était pas un incident cyber, c'est un incident opérationnel. J'ai envie de dire, c'est comme quand le frigo tombe en panne. C'est pas forcément une attaque cyber, c'est juste que le frigo, il a un problème technique. Donc c'est vraiment, c'est une solution cyber, mais c'était un problème opérationnel. Et une semaine avant, 20 minutes avant de passer justement le flambeau à l'équipe suivante,
il y a tous les PC qui rebootent. Donc, nous, en tant que cyber-experts, notre premier réflexe, c'est de se dire, OK, c'est une attaque cyber. Mais globalement, en 20 minutes, on savait à peu près à quoi ça correspondait, parce qu'on avait beaucoup de partenaires, dont CrowdStrike aussi, qui étaient là. Et notre premier réflexe, le premier réflexe humain, quand ça vous arrive, ce type d'incident qui est quand même assez important, c'est de se dire, je m'accroche à mon poste, parce que j'ai pas envie de laisser ça partir, et j'ai envie de le gérer. Nous, on est là parce qu'on est des pros, et justement, quand l'équipe suivante est arrivée, on a fait le handover dans le calme. Handover, alors, donc la passation. La passation, excusez-moi. C'est le terme anglais, oui, on parlait souvent anglais parce qu'il y a plusieurs. Il y avait beaucoup de nationalités dans le TOC. Et donc, on fait notre passation. Le TOC, le Centre des Opérations Technologiques. Voilà, non, il y a tout un vocabulaire, mais voilà, je décode, je suis là pour décoder. Et en fait, on s'est pas accroché à notre chaise, déjà, pas de panique. On a fait notre passation comme s'il ne se passait rien, parce qu'on a confiance. On a confiance dans nos collègues. Et puis, 12 heures après, il faut que nous, on soit frais. Parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer pour restaurer les systèmes. Donc, c'est là où on a besoin de maturité, où on a besoin d'expertise, et on a besoin d'expérience en termes de cyber et en termes opérationnels. C'est de se dire, la bonne façon de faire, c'est de laisser ta place. Et donc, on a laissé notre place à notre équipe suivante, qui a bien géré l'incident. Et 12 heures après, on est revenu, et on a été frais et dispo pour pouvoir suivre l'incident. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est ça a été la grande frayeur que vous avez eue, ou vous avez eu d'autres grandes frayeurs avec des menaces, mais que vous avez su déjouer pendant cette phase opérationnelle? Alors ça, c'est, je vais peut-être démonter un mythe, mais on n'est pas là pour avoir des frayeurs. Nous, on s'est préparé pour ça. Toutes les personnes qui devaient avoir des frayeurs ou paniquer, ils n'étaient pas avec nous. Sinon, on les aurait pas gardés. Sans froid. Sans froid. C'est ça important. Est-ce que vous êtes préparé à tous les scénarios qui peuvent... On s'est préparé, on a choisi les personnes qui devaient être là, on les a testées encore une fois. Donc on s'est testé avant pour savoir si justement dans certains cas, donc on s'est fait des scénarios de test sous pression pour savoir si on avait la maturité qui nous permettait de ne pas avoir de frayeur. Et deuxième point, encore une fois, on a beaucoup anticipé. La majorité des scénarios d'événements ou d'attaques qu'on a eus, on les avait anticipés. Cet événement qui n'était pas anticipable, c'est jusqu'à maintenant pas arrivé, oui, ça a été le cœur qui a monté quand même, l'air de rien. Mais on a eu une chance, c'est que c'était une semaine avant les Jeux. Donc finalement, la frayeur a été relativement maîtrisée. Benoît, on parle du contexte professionnel, mais j'imagine que travailler avec cette émulation sur un événement de cette envergure qui arrive tous les 100 ans, avec des équipes où on prend les meilleurs, ça doit quand même galvaniser, et puis ça doit créer des liens, des relations en très très peu de temps. On est super solidaires les uns des autres. D'un point de vue émotionnel, bon, c'est pas encore terminé, vous restez sur le pont, mais vous allez réussir à atterrir et puis à revenir dans votre quotidien de sages collaborateurs, on va dire, chez Eviden, ou dans la tête il se passe quelque chose de particulier? Alors je vais retirer mon côté professionnel. C'est une aventure humaine que j'avais pas vécue jusqu'à maintenant. Parce que bien qu'on soit des pros, on s'est retrouvés dans un environnement où on avait les meilleurs des meilleurs au même endroit, de plusieurs sociétés différentes, mais les barrières liées aux sociétés ont complètement disparu. On était une équipe. On a vécu ensemble, on a l'impression d'avoir vécu ensemble 24 heures sur 24 en vrai. Ça a soudé. Ce qu'on sait, c'est que, parce qu'on en a beaucoup parlé tous ensemble, et pas que moi, pas que les gens de ma société, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on retrouvera après. Donc il faut éviter de rechercher la même sensation. Bon, c'est bien de le dire, je pense que c'est pas facile à faire, à réaliser. C'est quelque chose de nouveau pour la plupart des gens qui étaient là. Donc encore une fois, en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas se quitter comme ça, qu'on allait rester ensemble et qu'on allait se soutenir. Je pense qu'on a créé des choses et qu'on ne se laissera pas après. Je pense qu'on va beaucoup se soutenir. Une belle aventure humaine. Une belle aventure humaine. Ça va nous permettre, encore une fois, de continuer un peu ça tous ensemble. L'aventure n'est pas terminée. Les Jeux paralympiques qui sont encore en cours. On reste focus complètement. On reste focus, okay. Mais l'aventure humaine est vraiment importante, oui. Général, le mot de la fin en 1 minute. On a l'impression qu'avec l'intensité de ce que vous avez vécu avec ces JOP 2024, tout le monde est monté, on va dire, en maturité pour appréhender la menace cyber. C'est quoi la prochaine étape? Alors déjà, tout d'abord, c'est commencer par faire un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné, ce qui peut-être n'a pas fonctionné ou peut être amélioré. Donc ça, c'est un point important et c'est toujours le mode opératoire que l'on a en termes de sécurité intérieure. Et puis, le ComCyber du ministère de l'Intérieur, c'est aussi d'être le plus proactif possible et savoir
quelles seront les actions des délinquants, des cyberdélinquants de demain, de manière à ce qu'on puisse les anticiper. Donc ça, on y travaille déjà, mais on va continuer à y travailler. Général Christophe Husson, Benoît Delpierre, merci beaucoup pour cette émission de rentrée. On sera ravis de vous accueillir pour faire le point sur les Jeux paralympiques. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés, sur YouTube, sur LinkedIn et sur Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.